Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour et bienvenue les amours dans les mains dans la pop. Ici Mao Drama et face à moi un soleil qui s'appelle... Audrey. Absolument, et ensemble on va essayer d'ensoleiller votre horizon avec des actus, des tendances et des décryptages de pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret, et qu'on aime détester, qu'on déteste aimer. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux parce qu'on scrolle pour vous. J'espère donc que vous allez bien et merci pour vos retours sur notre dernier épisode sur le monde de la culture du viol et celui de la musique. On peut remercier Taïk qui a permis à ce débat de revenir dans nos oreilles. Et si d'ailleurs vous voulez reprendre une tasse de culture pop, go rattraper tous les épisodes sur les plateformes d'écoute. Et si vous n'avez que 5 minutes, vous pouvez tout simplement écouter une de nos pastilles. Par exemple, la rôtisserie, où je passe quelqu'un au grill quand il a été vilain ou vilaine, probablement souvent vilain parce que souvent un garçon, ou alors la reco culturelle d'Audrey, et la personne qui vous permet de briller en société avec la dernière expo à voir, et d'ailleurs en face de moi. Comment tu vas, Audrey ? Ça va super, et toi ? Bah écoute, moi ça va très bien, mis à part que j'ai la bouche pleine, et non pas à force d'avoir sucé tout le cinéma français, contrairement à Canal+. Ouh, ça dénonce grave. Mais parce que j'ai une actu chaude en bouche que j'ai besoin de recracher. Alors, on va commencer avec des lauréats et des lauréates, ceux qui sont les winners et les losers de cette semaine. Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Bon alors, je sais pas pour toi, mais là, j'ai vraiment besoin, envie d'entendre des news hyper positives. S'il te plaît, Mao, remonte-moi le moral, aide-moi. Est-ce que t'as un winner à balancer ? Oui, j'ai un winner, j'ai même une winneuse. C'est quelqu'un que je suis depuis que je suis petite fille. Et j'ai été sur Insta, et je scrollais, et paf, qu'est-ce que je vois ? Je gague un poupon dans les bras de Paris Hilton. Quoi ? Oui, elle a eu un enfant. En légende, il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point tu es déjà aimé. Comment aurions pu nous en douter ? Oula, Waouh. Pruno Qui l'eût cru ? Cours-Simon que j'ai pas fait parce que mes parents n'ont pas payé, qui revient en force. Oui, la reine des années 2000 a un nouveau diamant à rajouter à ses diadèmes. Un magnifique bébé qu'elle aurait eu avec une mère porteuse après une fécondation in vitro selon les médias américains. Le secret était total sur la nouvelle arrivée de cet être humain dans le couple qu'elle forme déjà avec son mari Carter Rome qu'elle a épousaillé en 2021. Oui, je connais beaucoup trop de choses sur Paris Hilton. Quand il s'agit de cette personne, je deviens rédactrice en chef de Voici Magazine. Elle était déjà jet-setteuse, DJ, héritière d'Hilton, entrepreneuse, actrice, chanteuse, héroïne de télé-réalité avec The Simple Life. Et elle semble être tout à fait une superwoman avec cette nouvelle cape de maman. Elle m'inspire un peu comme une Rihanna avec un mélange de jeunesse éternelle, de beauté selon les critères traditionnels. Un côté girl boss, un peu le meilleur des deux genres. Ce qui d'un côté me met une pression énorme parce que moi dimanche dernier, tu sais ce que j'ai fait, Audrey ? Non, vas-y, dis-moi tout. Bah voilà, non. C'était la fin de ce que j'ai fait point. dimanche dernier. Alors oui, ça me met une pression et en même temps, ça me permet de me faire rêver un peu comme une Cardi B, voilà. Un peu comme une Afida Turner ou une Aya Nakamura, que sais-je. Il y a une part d'irréalité chez ces personnes. Et pourtant, elles sont si humaines. Car comme nous, elles ont un toxic trait. Moi, Une mon faille. toxic trait, c'est que j'ai quelques bijoux, c'est un coming out pas facile à faire, qui viennent de chez Shein. Voilà, je l'ai dit. Après, je suis la même personne qu'avant. Je vais vous m'en garder comme avant, j'ai appris de mes erreurs. Pas sûr que je te regarde comme avant, Mao, mais Sérieux ? c'est pas grave. Sachant que j'ai mes règles, je suis grave à 2 doigts de pleurer. Ah bon ? Ouais, j'ai mes règles, blague d'actu. Je sais, on est vraiment l'actu chaude dans ces winners et losers. Eh bien, son toxique trait, c'est difficile à dire. Elle a voté Trump. Non, la déception. Deception. Jeudi dernier, elle l'a admis à la télé australienne, comme quoi business is business. Privilège blanc is privilège blanc. And désillusion is désillusion. Mais bon, merci pour le sourire, Paris. Vive ton bébé. Bizarre à dire comme phrase, mais vive ton bébé. Et vive ton winner, toi, Audrey. Quel est ton winner ? Alors moi, cette semaine, j'ai un winner un peu tiédasse. Ok. Voilà, c'est tout. C'est Harvey Weinstein. Alors le porc en chef autour duquel la parole s'était libérée en 2017 avec MeToo. Et bien là, il a été condamné à 16 ans de prison. Donc cette condamnation-là, c'est pas la première, elle s'ajoute aux 23 ans qu'il est déjà en train de purger
pour viol et agression sexuelle. Oui. Et donc, c'est 16 ans bonus. Merci, c'est fin cool. Fin d'impunité. Voilà. Et ça concerne des faits qui ont été commis sur une mannequin européenne qui a souhaité rester anonyme dans un hôtel de Beverly Hills. Donc, cool, me direz-vous. Mais mauvaise série télé. Voilà. Il a quand même été accusé par 90 femmes différentes de viol, agression sexuelle, harcèlement et j'en passe. Ouais. Et il s'est vissé depuis pas mal de décennies, au final 3 décennies, je crois. Et il est temps qu'il paye. Donc, c'est cool. Mais je dis win mitigé parce que pendant son deuxième procès, l'ancien producteur, il y avait 4 femmes qui l'accusé et qui ont témoigné anonymement. Et pourtant, même si les jurés ont déclaré que Weinstein était coupable de toutes les accusations portées par l'une d'entre elles, donc la mannequin dont je vous parlais tout à l'heure, ils l'ont déclaré quand même non coupable pour la deuxième et ils n'ont même pas pris la peine de formuler un verdict à propos des autres accusations. Ok. Donc, bon... Donc, presque. Ouais, c'est ça. C'est cool, mais bon. Enfin, rappelons-le quand même, il a été accusé par 90 femmes, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète encore, 90 femmes. Et donc, 16 ans, ça paraît un petit peu timide pour autant de vies impactées, d'autant plus qu'il risquait initialement jusqu'à 18 ans pour ces faits précis. Donc, on se demande où sont passés les 2 ans. Pourquoi une telle clémence pour ce monstre ? L'argent, Audrey. L'argent. Oui, je sais, je suis vraiment dans un monde de bisounours. Malheureusement, en fait, on apprend que le délai de prescription a été dépassé dans beaucoup des affaires en question. Comme c'est arrangeant. Ouais, comme par hasard. Donc c'est un win, oui, mais on espère que cette condamnation, en fait, c'est que la deuxième d'une longue liste et que chacune des victimes, des 90 victimes, pourront obtenir gain de cause. Et puis je vais finir un peu ce win sur un peu plus de tiédeur, ouais. Puisqu'un porc restant un porc, Weinstein a quand même tenu à faire appel avant même l'annonce de sa peine. Donc c'est pour te dire à quel point cet homme est pourri jusqu'à la moelle. Pour moi, c'était un petit peu un win mitigé où je parle quand même d'un des plus grands losers que la Terre ait porté. Donc je sais pas si toi, Mao, tu veux enchaîner aussi sur un loser comme ça c'est fait. Let's go. Et puis en plus, moi, c'est un loser un peu modéré puisque je n'accuse pas une personne, mais un pays d'être un loser. D'accord, tout simplement. Et c'est le nôtre, dans le sens où, alors que nous songeons collectivement à travailler plus et plus longtemps avec la réforme des retraites qui est en train d'être débattue dans les différentes chambres parlementaires, une expérience tout à fait différente vient d'être faite en Angleterre. L'expérience d'une semaine de 4 jours auprès de plus de 70 entreprises sans toucher au salaire. Oh. L'enquête a été réalisée par des chercheurs de Cambridge, d'Oxford et de Boston. Je t'entends roucouler. Vraiment, ça me séduit. Parce que les résultats sont extrêmement positifs. Alors, le concept se résume en une formule, 180-100, et je parle pas de mes mensurations, lol, blague d'auteur. Les employés reçoivent 100% de leur salaire pour 80% de leur temps de travail, le tout en assurant 100% de leurs tâches. Et les conclusions de ce test, c'est que 92% des entreprises poursuivent l'expérience. Il y a déjà 25% d'entre elles qui ont décidé de tout à fait les garder ad vitam aeternam. Okay. Du coup, maintenant, ça va devenir une loi qui va être proposée pour un max de 32 heures par semaine parce que les gens sont tout autant productifs. Santé mentale et santé physique étant améliorées, vrai temps libre de week-end pour s'aérer l'esprit, égale, tout va mieux. On n'aurait pas deviné. Voilà, soyons prêts et prêtes. Moi, mon rêve s'appelle bientôt une semaine de 2 jours. L'idée de ne vivre qu'en rave party pourra bientôt peut-être être à portée de loi ou pas. On n'en sait rien. De toute façon, selon le GIEC, on n'a que 10 ans à vivre, alors let's go. Mais moi, ça me fait rêver en tout cas ce truc-là. Je t'en prie, veux-tu me faire rêver avec ton loser? Je sais pas si je vais te faire rêver, mais en tout cas, comme toi, je vais pas désigner une seule personne. Ça va être un truc hyper collectif. Voilà. Le monde. Vraiment. Le monde entier. Non, mais j'ai décidé que tous les membres du gouvernement étaient des losers intemporels. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais cette semaine, je vais quand même me concentrer sur une personne qui est Emmanuel Macron, qui se détache un petit peu du tout le gros tas d'étrons qui gouvernent l'Élysée. Parce qu'il a bien confirmé qu'il était le président des riches, parce qu'il a décoré le milliardaire Jeff Bezos de la grande croix de la Légion d'honneur. Oui, oui. La Légion d'honneur, soit la plus haute décoration honorifique française, soit la plus grande tape sur l'épaule de la part de l'Hexagone, finalement. Et donc le petit fourbe, il a adoubé son pote richissime dans le plus grand des secrets, parce qu'on n'a pas vraiment vu passer l'info. Il n'y avait pas de communiqué de presse, ça figurait pas non plus dans l'agenda officiel. Il a fait ça vraiment en soum-soum. Donc j'ai envie de leur dire, ça va, on vous dérange pas trop les gars, en pleine inflation, en pleine crise écologique, et même le jour même des mobilisations pour la réforme des retraites, c'est l'idée qu'il a eue, adouber Jeff Bezos. Donc on le rappelle, Jeff Bezos... C'est le mec qui a un feu, il te met plus de feu. Genre pas d'eau, il se remet genre, ça me manque. Ça me manque un petit peu de drama. En fait, Jeff Bezos, pour
Pour rappel, quand même, c'est la 3e plus grosse fortune du monde. C'est le fondateur d'Amazon. C'est aussi un champion de l'évasion fiscale. Il est à la tête de l'entreprise qui est quand même l'un des plus gros producteurs de gaz à effet de serre. Et puis, comme ça, de temps en temps, il s'offre des petites virées dans l'espace qui équivalent juste aux émissions de 30 Français en un an, en l'espace de 10 minutes. Et donc ça, c'est dans notre réalité tangible, nous qui avons les pieds sur Terre. Mais pour Macron, qui est perché tout là-haut, hors sol, avec tous ses poteaux ultra riches, Jeff Bezos, c'est un partenaire des initiatives pour la protection du climat et de la biodiversité menées par la France, en particulier sur la protection des forêts. Franchement, je sais pas comment appeler ça, si c'est du déni, si c'est juste un gros foutage de gueule. Je pense que j'opte pour la deuxième solution, mais en tout cas Macron. Merci. Merci Audrey pour cet appel à l'ADEME. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Et on savait évidemment de quoi vous parler puisque le 24 février dernier à l'Olympia, en clair sur Canal+, c'était la cérémonie des Césars. Les Césars, c'est ce qu'on appelle aussi un entre-soi, c'est aussi ce qu'on appelle une institution de prestige et de glamour, généralement hétérosexuel et blanc, mais ma foi, parfois qui récompense des pépites. Par exemple, cette année, le film Auréolé, c'est La Nuit du 12, un film qui traite d'un féminicide et qui met la lumière sur les enquêtes et le patriarcat en général, fin de la phrase. Nous avions un chef de cérémonie, pas si mal, Jamel Debbouze en chef d'orchestre, qui a invité autour de lui plein de copains et de copines, Jérôme Commandeur notamment, qui s'est un peu démarqué, Valérie Lemercier, Monica Bellucci. On a pu voir Virginie Efira gagner la statuette de la meilleure actrice et Benoît Magimel, celui du meilleur acteur. Mais la vraie question, Cache-pistache Nature Peinture, côté Maïva Guélam, qu'on s'est posé avec Audrey. Est-ce qu'en vrai on regarde ? Est-ce que tu as déjà regardé ? Est-ce que tu as regardé cette année ? Alors moi, pour être honnête, non. Je trouve ça un petit peu plan-plan. Mais je sais pas, toi, par exemple, est-ce que tu regardes ? Pourquoi tu rigoles ? Mais je rigole parce que non, je regarde pas. En fait, c'est trop étonnant qu'il y ait quelque chose qui soit considéré comme une pierre angulaire du cinéma. À un moment où on se dit que c'est une cérémonie qui va avoir un impact incroyable. Mais honnêtement, peut-être, à part les gens du métier ou les personnes passionnées de cinéma, j'admets que j'ai jamais regardé. J'ai vu des trucs viraux sur les réseaux sociaux, des extraits. Mais non, j'ai jamais particulièrement regardé. Mais alors dis-moi, qu'est-ce qu'on a raté cette année ? Pour moi, ça reste encore un peu plan-plan. Mais cette année, il y a eu une surprise, si je puis dire ça comme ça, si on peut appeler ça comme ça, en la personne de Brad Pitt. En fait, il a déboulé en pleine cérémonie des Césars pour rendre hommage au réalisateur David Fincher, qui a reçu un César d'honneur. On le rappelle quand même, Brad Pitt, il est accusé de violence conjugale par son ex-femme Angelina Jolie, ainsi que de violence sur leurs enfants. Et parmi les faits de violence dont l'acteur est accusé, Angelina Jolie, elle parle d'actes qui sont survenus en septembre 2016, pendant un vol entre la France et la Californie, où il y avait aussi leurs 6 enfants qui étaient présents. Et donc le dépôt de plainte va parler de Brad Pitt qui a étouffé l'un des enfants, qui en a frappé un autre au visage, il a attrapé Angelina Jolie par la tête, il l'a secouée, il a versé de la bière sur l'actrice, il a versé de la bière et du vin rouge sur quelques autres de ses enfants. Et donc quelques jours après le voyage en avion, Angelina Jolie, elle a demandé le divorce et on la comprend bien. Donc globalement, les gens, ils étaient, comme tu le disais tout à l'heure, agréablement surpris par sa venue. Il y a eu une longue standing ovation de la part du public. Et puis en plus de ça, Benoît Magimel, il est revenu dans les médias sur sa rencontre avec Brad Pitt lors de la cérémonie des Césars. Et voilà, il a révélé qu'il avait discuté avec lui en coulisses. Il lui a un petit peu léché le cul en le complimentant sur sa classe. Mais il y a quand même eu quelques personnes qui se sont offusquées. À raison, si vous voulez mon humble avis. Sur Twitter, par exemple, il y a la journaliste Jennifer Padjemi qui a écrit « C'est une blague, la réhabilitation de Brad Pitt au César ». Il y a d'autres personnes aussi qui ont tweeté que voilà, il y a eu des très beaux prix, mais que c'était des prix qui étaient quand même un peu amers, puisque quelques minutes avant ça, Brad Pitt, accusé de violence conjugale, il apparaît sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mao. Moi, je pense que ce genre de situation met en valeur toutes les contradictions dont sont pétries ce genre d'institutions, entre, la timidité à se remettre en question et le fait de devoir se mettre au pas de l'histoire. Et il y a un cas qui pour moi a été révélateur de tout ça, c'est toute la polémique autour du film des Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi, où l'acteur principal, Sofiane Benasser, a été accusé de viol par plusieurs de ses ex-compagnes. Et à ce moment-là, l'Académie des Césars l'a admis, on doit mettre en place une nouvelle règle selon laquelle toute personne accusée de violence est écartée de toutes les catégories. Parce qu'au début, Sofiane Benasser, il était conservé dans la catégorie révélation masculine, avant d'en être finalement écarté. Et pourtant, on a Brad Pitt qui arrive en mégastar. Ça montre qu'en fait, on n'arrive pas tout à fait à se réparer et à être tout à fait d'accord sur tout. Pour le cas de Brad Pitt, il y a plein de trucs à relever.
Il a maintenant un PR. Donc le PR, c'est la personne qui s'occupe de ta communication extérieure en cas de crise. Et alors, son nouveau PR s'appelle Matthew Hiltzik et c'est le même que Johnny Depp ou celui dont tu parlais, Harvey Weinstein. Waouh, quel palmarès. Donc ça veut dire qu'il a choisi le mec dont tu sais que c'est le meilleur dans ce genre de cas. C'est un peu un aveu de culpabilité. C'est genre, le jour où un homme politique a le même PR que Balkany, a priori, il a volé. Et du coup, il essaie de se faire une nouvelle peau passant par un stylisme extérieur qui paraît drôle, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, depuis qu'il a engagé ce PR, Brad Pitt n'est habillé plus que de pull en laine, en matière molletonnée. Et je te jure que ça lui donne du coup un côté plus authentique, plus doux. C'est dingue quand même. Comme quoi... le stylisme peut parler de plein de choses. Après, d'un autre côté, c'est une cérémonie qui a mis en avant un film génial qui s'appelle La Nuit du 12, que j'ai eu la chance de voir. Si vous pouvez le rattraper, s'il sort sur une plateforme de streaming, à mon avis, il sortira bientôt sur Canal+. Alors, c'est un film qui traite d'un fait divers inspiré de faits réels, où une jeune est brûlée vive alors qu'elle sort de soirée dans un petit village. L'enquêteur en chef se passionne pour cette histoire et s'obsède parce qu'en fait, il interroge plein de suspects successifs qui chacun raconte quelque chose du patriarcat. Un ex qui est rappeur qui raconte dans une chanson qu'il la brûlerait bien, mais c'est pas lui qui l'a brûlé. Un mec qui l'a baisé, mais en fait c'était sa maîtresse et donc il l'a traité mal. Un mec un peu clodo du coin qui avait une fascination bizarre sur elle. Il y a un moment du film où le commissaire dit mais enfin quel est le problème des hommes avec les femmes? Ça paraît bête, mais le fait qu'un film juste le dise fasse du bien. Et pourtant étonnamment, le mot féminicide n'a pas été prononcé pendant la cérémonie et les mots ont un sens. Ils véhiculent des idées. C'est pas vrai qu'un mot n'a pas d'impact. Donc n'ayons pas peur d'utiliser le mot féminicide à bon escient. Et en parlant de mots, il y en a qui se sont distingués par leur façon de parler, par des discours forts, comme la personne dont tu vas nous parler. Exactement, il y a quand même des bonnes nouvelles. Je vais vous parler de Alice Diop, qui est une réalisatrice qui jusque-là a été connue pour ses documentaires, comme par exemple Clichy. Et là, elle a été récompensée donc, pour son film Saint-Omer, que j'ai pu voir l'an dernier en avant-première, qui est excellent, je vous le recommande. C'est son premier long-métrage de fiction. Donc le film, en gros, c'est un drame judiciaire qui est inspiré également de faits réels. Ça suit l'histoire de Rama, elle assiste à un procès d'une femme qui est accusée en fait d'avoir tué son bébé en l'abandonnant sur une plage et en le laissant être emporté par les vagues. Et donc le film va s'interroger sur les raisons qui peuvent pousser à un tel acte. La cinéaste donc Alice Diop, elle a tenu un peu à remettre les pendules à l'heure, elle en a profité de sa remise de prix parce qu'on l'a un peu effleuré tout à l'heure, mais l'édition 2023 de César, elle manque cruellement de femmes. C'est le moins qu'on puisse dire puisque aucune réalisatrice n'a été nommée pour le prix de la meilleure réalisation. C'est une première depuis 2014. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que le prix Cléopâtre a été lancé cette année par le magazine Cosette. Et d'ailleurs, pour la première édition du prix Cléopâtre, Alice Diop a également reçu un prix, le prix du public. Et donc Alice Diop, elle en a profité de sa remise de prix pour faire un discours très fort qui vient d'une cinéaste qui est une femme noire. Donc on connaît le peu de place qu'il y a pour les cinéastes et aussi les acteurs-actrices noirs en France, qui sont souvent cantonnés à des clichés. Cette récompense, elle est forte, elle est lourde de sens et elle a tenu vraiment à le dire. Donc son discours, elle dit « Je voulais juste dire que je suis fière d'appartenir à une nouvelle génération de cinéastes françaises. Cette année, j'ai vu des films extraordinaires qui m'ont fait réfléchir aux possibilités du cinéma et je voudrais citer ici des films qui m'ont complètement inspirée. Les films de Claire Denis, le film de Rebecca Zlotowski, le film de Mia Hansen-Love, le film d'Alice Winocourt, le film de Céline Deveau, de Blandine Lenoir, etc. Merci. » Et elle dit quelque chose qui a beaucoup été repris sur les réseaux sociaux. On ne sera ni de passage, ni un effet de mode. On est appelé à se renouveler année après année, à s'agrandir. Merci à vous les filles, merci d'être là. Eh bien moi je veux dire merci Alice Diop. Bon, alors, je sais pas si toi, il y a un truc qui t'a marqué pendant cette cérémonie des Césars. Si, il y a une image qui m'a marquée et qui a aussi été reprise en boucle. C'est l'image de cet activiste de dernière rénovation qui a interrompu la scène des Césars avec un t-shirt sur lequel il était marqué « Il reste 761 jours ». Cet activiste écolo fait référence là au dernier rapport du GIEC qui exprime le fait que si nos effets de serre ne se plafonnent pas d'ici 2025, eh bien notre histoire est condamnée. Et autant te dire qu'en 761 jours, moi j'ai du mal à prendre des décisions avec juste mes 4 sœurs, donc a priori ça va être compliqué de le faire avec 260 pays. Mais enfin bon, j'ai trouvé cette interruption hyper courageuse, à mon avis. Donc elle a été dégagée tout de suite par les gardes du corps, un peu à la Pravda, à la télévision russe, pendant plus d'une minute. Hop, écran noir
noir, l'édition a été coupée. Et je pense qu'ensuite, elle a passé sa nuit en garde à vue. Et je voulais la remercier pour tout ce qu'elle fait, parce qu'en fait, elle met sa vie en danger. Elle va peut-être devoir payer des amendes pour ça, juste pour nous alerter 3 secondes, juste pour éveiller peut-être. Je pense que cette personne s'est sincèrement dit, si j'éveille 20 consciences avec ce passage, j'aurais fait mon taf. Et c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. J'ai eu la chance à un moment d'être invitée à la dernière rénovation pour faire une séance de média training. Et j'y ai vu une jeunesse, ou pas forcément une jeunesse, il y avait aussi une femme par exemple de 55 ans, éveillée, sensible, pas moraliste malgré tous les clichés qu'on puisse en faire. C'est des personnes qui exprimaient des discours comme « moi aussi ça me semblait loin de pouvoir faire quelque chose pour l'environnement, moi aussi j'étais tellement étouffée d'éco-anxiété que ça me paralysait ». Et puis un jour tu as un déclic qui fait que tu arrives à passer à l'action. Le délire de cet assaut, elle existe depuis 2022 et ils sont connus pour par exemple bloquer des routes ou avoir bloqué le Tour de France ou avoir aspergé des ministères d'encre orange. Ça me fait rire parce qu'en fait c'est tellement mignon quoi. On tue la planète mais nous on met de la peinture orange, c'est ça. mais et on termine en prison. Pourtant on se fait dégager Manu Militari. Donc voilà, merci pour je trouve cette intervention qui a été merveilleuse et pleine de réalisme. C'est pas la seule personne qui s'est offusquée. Oui, et puis en fait t'as ça et puis t'as Juliette Binoche de l'autre côté qui s'offusque de sujets un petit peu moins humanistes, mais tout de même voilà, elle a tenté On se lève et on se casse de Adèle Haenel face à Roman Polanski avec nettement moins d'impact. En gros, elle était furieuse. Elle s'est levée pendant le quart d'heure humoristique de Jamel Debbouze qui suggérait qu'il devrait y avoir plus de scènes d'action dans les films d'auteur pour, je cite, faire plus d'entrées. Alors elle l'a interrompu en lançant « Je ne suis pas d'accord ». Chacun ses combats. Voilà, c'est ça. Exactement. Défense du cinéma d'auteur. Le viol ou les films d'auteur français. Et donc le lendemain, elle en a rajouté une couche et elle s'est de nouveau offusquée sur Instagram, voilà, en disant on ne peut pas dire n'importe quoi, même au César, je n'ai pas pu m'empêcher de me lever au moment où Jamel commençait à ricaner sur les films d'auteur. Même avec toutes les libertés que le stand-up peut prendre, les films d'auteur sont fragiles, difficiles à faire, non désolé Jamel, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour toi, et tu le sais, je ne suis pas d'accord pour te laisser dénigrer ce cinéma-là. Et elle a conclu, t'as de la chance que je ne sois pas la sœur de Will Smith, en référence à la claque que l'acteur a donnée à Chris Rock aux Oscars. Donc voilà, j'ai envie de te dire, dis donc Juliette Binoche, on ne peut plus rien dire. C'est un peu le gros drama au César, même si on n'en a pas tant entendu parler que ça. C'est vrai. En vrai, j'entends Juliette Binoche, j'entends qu'il est difficile de faire des films d'auteur français et de garder notre patte, mais faire référence au fait que quelqu'un a donné une claque et a eu une réaction violente à une blague, pour moi, est très dangereux. En fait, il faut laisser les comiques s'exprimer. Il y a aussi, je trouve, un très grand manque de respect quand un comique est sur scène parce qu'il y a une telle proximité que tu as l'impression que tu as le droit, en effet, de l'interrompre à tout moment ou d'avoir une relation physique avec lui ou elle. Je sais pas exactement si elle se permet la même réaction avec quelqu'un d'autre. Mais enfin bon, on vous laisse votre drama entre vous, c'est votre télé-réalité à vous. Vraiment entre vous. Nous, on continue d'envoyer notre dossier au CNC. N'hésitez pas à produire ma série sur la Vierge Marie qui serait queer et féministe. Je dis ça, je dis rien. Enfin bon. Alors, est-ce que cette cérémonie a encore du sens finalement? Parce que même ce drama montre peut-être que les débats qui les animent montrent peut-être une déconnexion entre eux et nous. Et d'ailleurs, il y a eu un moment fun fact, fait marrant. Tout à l'heure, en conférence de rédac pour écrire l'épisode, on s'est mis à 5 pour chercher s'il y avait eu bien une cérémonie des Césars en 2022, tellement elle ne nous avait pas marqué. Alors, est-ce que quand on voit un Benoît Magimel être encore récompensé comme un Orelsan pour la 6e fois victoire de la musique, alors que peut-être d'autres jeunes talents mériteraient d'être mis en lumière, est-ce que cette cérémonie a encore du sens? Bah, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est pas un truc que je regarde personnellement. C'est vrai que tu le disais dans ton intro, c'est un peu un entre-soi, c'est une cérémonie pour s'auto-congratuler, s'auto-sucer. Je vois ça un peu comme une cérémonie un peu précieuse, que pas grand monde regarde finalement. Enfin, perso, j'ai jamais regardé une cérémonie en entier, je trouve ça un petit peu pompeux. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, il y a un truc un peu chelou où j'ai un petit kink pour les institutions prestigieuses. Ok. Genre, quelque part, il y a une de mes 12 personnalités qui aurait bien aimé faire l'ENA. Je sais pas, juste pour rendre fière à ma grand-mère. Il y a un truc qui me plaît bien dans le cérémonial. Par exemple, j'aime bien la comédie française. J'ai eu un débat enflammé avec une pote qui est au TNS. Pour ceux qui savent pas, le TNS, c'est le Théâtre National de Strasbourg et qui trouve ce théâtre bourgeois et complètement déconnecté. Moi, j'aime bien, comme ça, les héritages qui se reproduisent et tout. Et en fait, moi, ce que je souhaiterais, ce serait un syncrétisme, c'est-à-dire peut-être garder des choses qui font que cette cérémonie et des symboles, et la mettre au pas de l'histoire, et y mettre en lumière plus de jeunes talents, permettre à plus de budget de se dégager pour des projets audacieux. Ouais, est-ce que les Césars sont prêts aussi? C'est ça la question. En fait, moi, je te fais une référence tout à fait François Bayrou, mais c'est-à-dire c'est mon éternel centrisme et ma mimolesse historique qui s'exprime là. Donc oui, encore utile, non, pas à la page. Ok, point final, allez bye. Voilà, on vous laisse juge en tout cas. Tapez si vous voulez vous amuser. César 2023 sur Twitter et passer une bonne demi-heure à ricaner. Aïe,
Oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. C'est l'heure de la rôtisserie. Il est temps de passer au grill si vous avez été vilain ou vilaine. Ouh là là, j'irai brûler en enfer avec vous, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique. Et alors en vrai, ouais, faut pas trop me chauffer. Pas trop mes règles et ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je vais parler de Ilona, une ancienne candidate de télé-réalité, et de Julien Berthe, une merde ou un homme merdique. Je ne sais que choisir comme qualificatif. Ces deux candidats emblématiques de télé-réalité ont été en couple pendant 3 ans et ils avaient l'air d'un couple parfait grâce aux réseaux sociaux. Mais méfiez-vous bien sûr toujours de la réalité. Ils se sont rencontrés ironiquement sur le tournage d'une télé-réalité qui s'appelle Les Princes et les Princesses de l'amour. Le gars était a priori un crapaud. Ils ont rompu en 2021 après une émission qui s'appelle Les Marseillais vs le reste du monde. Une émission dans laquelle Ilona paraissait hystérique, pleurant beaucoup, refusant de se remettre avec un Julien Berthe à ses pieds qui l'a supplié. Et un autre candidat de télé-réalité qui s'appelle Ilan n'arrêtait pas de dire « Je vous jure que le jour où elle va parler, je vous jure que vous comprendrez bien pourquoi elle veut pas se remettre avec lui. » Car non, ce n'était pas une relation passionnée comme a essayé de le faire penser la production. Non à la romantisation des violences. Ilona sort enfin du silence en tout cas. Elle a mis 2 vidéos à la suite sur les réseaux sociaux où elle raconte l'emprise dans laquelle elle a été dans une relation violente. Il y a eu des engueulades d'une violence extrême, devant en plus témoin. Il a une fois tenté de l'étrangler et elle était tellement éprise de lui qu'au lieu de fuir lorsqu'il l'a étranglée, elle l'a supplié à genoux de la garder. Elle a été enceinte, elle en a fait une fausse couche de stress. Elle a été enceinte une seconde fois et elle a décidé de se faire avorter, non pas parce qu'elle ne souhaitait pas être maman, mais parce qu'elle ne souhaitait pas que cette personne soit le père de son enfant. Si elle décide de parler, c'est pour plusieurs raisons. C'est qu'elle est maintenant en dépression, lui continue sa vie. Comme souvent, les hommes continuent leur vie, la sienne est brisée. Elle est dans une dépression cyclique. Il lui a aussi volé de l'argent, a priori 100 000 euros, notamment 80 000 euros dans l'une de ses sociétés. En gros, elle en a marre de passer pour la méchante, pour l'hystérique, quand elle est en réalité une victime. La preuve même, c'est que Julien Berthe réagit tout de suite avec une vidéo, d'une façon tellement irrespectueuse. Le mec répond « Ilona, c'est très grave ce que t'es en train de faire, parce que j'ai mal dormi. » « Pardon, excuse-moi, tu as mal dormi ? Elle dort mal depuis 2 ans, qu'est-ce que t'es en train de nous dire ?» Et il raconte les mécanismes de l'emprise sans même se rendre compte. Tu faisais que revenir, pourquoi tu revenais ? Bah, parce qu'elle était sous ton emprise, connard. Il l'a brutalisée psychologiquement à tel point que si elle n'arrivait pas à parler, c'est parce qu'elle savait que le jour où elle le faisait, alors leur histoire ne renaîtrait jamais de leurs cendres. Et je pense qu'il faut être passé par là pour comprendre ce que ça veut dire. Exactement, de la violence et de l'emprise. Le truc, c'est que ce mec, il a un immense capital sympathie. Moi-même, qui ai déjà regardé des télé-réalités, bah, ma foi, c'était un de mes candidats préférés. Ce qui montre, à mon avis, toute sa perversité, le côté pervers narcissique et le monstre social qu'il pouvait être. Et ce qui est terrible, c'est que toutes ces agressions, elles sont sues par les productions. Elles sont coupées au montage et elles sont tues pour toujours montrer un système patriarcal avec une France d'il y a 50 ans, avec des jeunes de 15 ans qui regardent. Et ça donne quoi, ça, comme moyenne d'âge ? Zemmour. Enfin, à mon avis, une pensée masculiniste terrible qui continue de se répandre. C'est pas la première fois qu'il y a un scandale et que des candidates, toujours les femmes courageuses qui essaient de prendre la parole, a lieu. En 2021, elles étaient 4 à se rallier. Angèle Santino, Rawel, Rania, Natania, qui avaient tenté de réagir contre la prod d'Énergie 12. Il s'était passé 1 milliard de trucs. Ouais. Il y avait une nana qui avait failli se prendre un seau de pisse. On leur avait dit venez à l'hôtel, faut baiser avec les gars. Ils sont prêts à vous gicler du sperme dessus. Enfin, c'est comme ça qu'on leur parlait pour exprimer qu'en fait, elles auraient plus de temps à l'écran s'il y a soit clash, soit histoire d'amour. Et les femmes, elles doivent toujours subir tout ce harcèlement et pourtant, quand même, la fermer et sourire. Tu sais, c'est un peu dur. Genre, t'as les prods qui sont là, genre, hey, t'es payé, alors maintenant, tu vas accepter qu'on t'attache à un poteau et que les autres te jettent de la merde dessus en t'insultant. Et après, tu vas sourire et dire que t'as adoré. Mais en fait, elles ont pas signé pour ça. En plus, les harceleurs mis en cause, ils sont connus pour être comme ça tout le temps et ils sont quand même castés. Je veux dire, Julien Berthe, c'est pas le premier. Précédemment, il y avait Raphaël Pépin qui aurait étranglé en boîte de nuit une autre candidate, Aurélie Van Delen. Julien Guirado, c'est un mec qui aurait connu des violences conjugales envers plusieurs de ses ex-petites amies. C'est des mecs qui insultent les femmes H24 à l'écran, qui les frappent et qui restent castés. Et donc là, c'est plus les anges, c'est les diables en claquettes chaussettes. C'est plus une émission de divertissement, c'est fait entrer l'accusé. Alors moi, je dis... Arrêtez de nous pervertir, essayez de nous divertir et surtout bravo à toi Ilona, bravo d'ouvrir la voie de la discussion, d'ouvrir la voie à toutes les femmes qui se taisent et qui peut-être, grâce à ton exemple, pourront réussir à réagir face aux violences qu'elles subissent. Donc en tout cas pour toi, Julien Berthe, c'est billet première classe pour l'enfer, tchou tchou, le train va partir, vraiment vas-y, on veut plus te revoir ici. Souvent on tente d'avoir un avocat du diable ici. Veux-tu tenter de l'être, Audrey ?
Alors, non. Point. Allez, à la semaine prochaine. Non, mais en fait, j'ai pas envie de blaguer sur les violences conjugales. Comme d'hab, ce sont des hommes que tout le monde trouve sympas et qui, en coulisses, sont vraiment horribles, en fait. Ils font semblant de tomber des nues et ils récoltent ceux qui s'aiment, finalement, donc c'est bien fait. Et puis, comme d'habitude, on remet en doute la parole des victimes. Puis, t'as ces raclures d'égout, là, comme Julien Berthe, qui garde une visibilité, une légitimité. Enfin, autant qu'on puisse en avoir une quand on s'appelle Julien Berthe, mais voilà, à croire que plus t'es pourri de l'intérieur, plus on te couvre. C'est vraiment une instrumentalisation pour faire le buzz. On leur donne toujours la voix au chapitre. Enfin bref, je ne fais pas l'avocat du diable. Sorry. C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. Il est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un livre. C'est celui d'Anne-Lie Victoire qui s'appelle Rien à perdre et qui est sorti aux éditions Stock. Donc Anne-Lie Victoire, il est journaliste et en fait, dans son tout premier livre sorti début février, il débute sa réflexion autour du genre en 2018. Un peu comme il le dit quand il parlait de la sécession viennoise dans les chambres de bonne en écoutant de la cold wave des années 80. Ce sont ses mots. Alors tout commence en été 2018, donc 50 ans après mai 68, et il dit que c'est toute la révolution de mon corps qui commence à comprendre que les désirs ne sont pas faits pour être enfoui. Il l'avoue lui-même, il était un peu dans une petite bulle qui s'est créée après avoir fui sa province, où là-bas, il ne se posait pas forcément de questions autour du genre. En fait, il raconte un petit peu tout au long du livre la fin de son adolescence, où tu sais, on se croit un peu les meilleurs du monde parce qu'on vit dans la capitale, on pense que nos rêves n'ont pas de limite, qu'ils ont toutes les raisons de s'exaucer, comme celui de devenir DJ ou traiteur, sans y connaître grand-chose, juste parce qu'on aime ça. Donc en gros, c'est l'histoire de la conquête de son identité, celle qui scrutait un peu de loin chez les autres, une masculinité un peu ambiguë, une masculinité avec les cheveux courts, mais quand même avec des paillettes. Donc ce livre-là, ça parle d'amitié, de coming out, de premier amour, d'attirance, elle aussi très ambiguë, où il se pose beaucoup la question que je me suis aussi beaucoup posée, est-ce que je veux être avec elle ou est-ce que je veux être comme elle ? Donc il parle de fluidité de genre, de soirée queer parisienne, de son premier changement de pronom, d'amour queer qui cogne plus fort car il se vit dans la marge. Enfin bref, c'est un itinéraire super personnel. Et Anne-Lie Victoire, il écrit dans un style d'écriture que j'aime bien, qui est incisif. Ça me fait beaucoup penser à la manière dont on écrit un journal intime, qu'on écrit un petit peu comme ça à la hâte parce qu'on a envie de tout raconter, mais en même temps on met pas mal de détails, en tout cas les détails qui comptent, et en même temps une écriture qui va droit au but, mais il y a quand même beaucoup de poésie, beaucoup d'émotions. C'est assez léger à lire, même si quand même les sujets abordés sont pas toujours légers, parce que voilà, il parle de transidentité, de rapport à la famille, etc. Mais je trouve ça chouette, voilà, de lire des récits ordinaires, des récits très intimes à propos justement des sujets comme ça, de la transidentité, et pas seulement lire ce genre de récits à travers des essais politiques très graves. Donc voilà, ça s'appelle Rien à perdre aux éditions Stock de Anne-Lie Victoire et je vous le recommande chaudement. Absolument, merci pour cette recommandation Audrey. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez lire Rien à perdre pour tout gagner. Écriture, allez soutenir Ilona. On n'oublie pas que lorsqu'une femme est victime, on lui dit je te crois. Et un cœur, un like peut l'aider dans une espèce de guerre sur les réseaux sociaux qui s'ensuit entre elle et son ex. Que dire des Césars ? À part que les Césars, c'est vous. Là, on a un petit peu sur le coin de la bouche. Vous êtes notre récompense. Merci de nous écouter, de nous suivre. Merci pour les messages de retour que vous nous envoyez et qu'on lit avec attention. En tout cas, à jeudi prochain, les amours. Merci encore, Audrey. Salut tout le monde. Les mains dans la pop est une émission de Nouvelles Écoutes. Animée par Mao Drama et Audrey Coupé de Kermadec. Produite par Julien Neuville. Montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace. Directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice artistique Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Directrice commerciale Emmanuel Fortunato. Chargée de production Ashley Tola.